Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue, c'est le Grand Talk. Des actions terrain prévues le 9 novembre prochain pour réclamer la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le PPACI donc espère, au travers de cette grande mobilisation, avoir le nom de son leader sur le fichier électoral. Mais est-ce que ces actions pourront faire changer la donne? En tout cas, le bureau exécutif national du parti PPACI entend mener ce combat en utilisant tous les moyens légaux et démocratiques à cet effet. On débriefe dans le Grand Talk qui démarre maintenant. Merci d'être avec nous. Nous sommes vendredi, c'est la dernière de la semaine et le plaisir est toujours renouvelé de vous retrouver. Je ne suis pas seule, je suis avec mes amis. Herman, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir. Merci d'être là. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, tu me permets de faire juste un petit coucou à Armand Magassa qui fête 1 an aujourd'hui, donc je lui souhaite joyeux anniversaire. C'est un condisciple avec qui nous avons fait la cité universitaire de Port-Bouet 3. En tout cas, que le Seigneur continue de te bénir et prenne soin de toi. Très bien. Marius Komoé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Permettez-moi également de profiter pour saluer également Kwame Dibi David, qui est lui aussi directeur d'école dans le département de Tiébissou et qui a l'habitude et de tout le temps, tous les soirs, qui nous suit sur Live TV à cette émission Le Grand Talk. Merci beaucoup. C'est plutôt moi. Merci Marius. Barry, bonsoir. Docteur Barry, sorry. Non. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis. Alors moi je voudrais rendre hommage à un jeune frère que j'ai perdu au Canada hier dans un accident de voiture. Oh, sorry. Diallo Latif. D'accord. Voilà, je lui rends hommage et soutien à sa famille. En tout cas, tous nos condoléances à la famille éplorée et à toi-même, Barry. Merci. Messieurs, merci d'être là et merci d'être avec nous ce soir encore une fois. À l'entame de ce temps d'antenne, je parlais donc du PPACI qui va commencer une tournée de mobilisation justement à l'effet de voir le nom de leur leader être inscrit sur le fichier électoral. En même temps, dans une interview accordée au confrère Radio France Internationale qui a été diffusée donc le lundi 4 novembre 2024, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, a dit simplement qu'il fallait que l'opposition puisse introduire une loi d'amnistie à l'Assemblée et voir en fait le processus, au moins introduire et puis voir ce que ça va donner. Élisée, comment est-ce que vous réagissez justement à la mobilisation prévue par le PPACI et la réaction justement du porte-parole du gouvernement? Ok, déjà sur la question de la mobilisation, je pense que c'est de droit, voilà, c'est de droit pour le PPACI d'utiliser les moyens légaux, voilà, que lui donne, je vais dire, la Constitution et la loi pour pouvoir se faire entendre. Donc, parmi ces moyens légaux, je pense aussi qu'un meeting en fait partie. Ce qui est interdit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est des manifestations de rue, voilà, c'est-à-dire des marches et autres, tout ça. Mais un meeting, je crois que c'est encore accepté. La preuve, il y a eu le meeting de Laurent Gbagbo à Beauville. Voilà, il y a eu le meeting. Voilà, il y a eu le meeting aussi de M. Thiam à Soubré, même le meeting du RHDP dans plusieurs stades à travers le pays. Donc ça, je pense qu'ils sont dans le droit. Et comme je le dis, tout ça répond d'une stratégie. La stratégie, pour moi, je perçois dans cette attitude une stratégie de mettre un peu de pression sur les pouvoirs publics. Mais est-ce la bonne stratégie, justement? Je vais y arriver. Déjà, c'est une stratégie, celle-là, de mettre la pression. Parce que déjà, dans un premier temps, il faut aussi le relever. Le PPACI avait introduit un courrier, ou du moins introduit un courrier depuis quelques mois déjà, auprès du Premier ministre en vue de l'ouverture du dialogue politique. Voilà, pour que ce soit dans ce cadre-là, comme d'habitude, on puisse poser les problématiques. Une initiative que nous avons tous saluée d'ailleurs ici, et pour laquelle moi je pense que les pouvoirs publics devraient quand même y accorder une oreille attentive, parce que pour moi c'est vraiment important que ça soit traité dans ce cadre-là. Deuxièmement, maintenant, est-ce que cette stratégie est la bonne? Justement, revenons au courrier. Avons-nous un retour justement de comment ce courrier est traité, Élisée Boloube? Bon, selon les informations de notre possession émanant du PPACI, jusque-là, ils n'ont pas encore eu de retour. Ils n'ont pas encore eu de retour, donc ils sont en train de voir dans quelle mesure ils vont
ils vont se... Bon, je vais dire dans quelle mesure certainement le pouvoir pourrait répondre. Sinon, jusque-là, selon les infos à notre retour, à notre position émanant du PPACI, il n'y a pas encore eu de suite. Donc, c'est pourquoi justement je disais que peut-être que ça sera aussi l'occasion pour le pouvoir de regarder ça de près. C'est toujours, moi je pense que c'est toujours une bonne chose d'ouvrir vraiment le dialogue, de discuter. C'est un cadre qui a produit des fruits. Aujourd'hui, on a pu désamorcer beaucoup de choses grâce à ce cadre d'échange et de dialogue-là. Donc, pour moi, le dialogue politique doit toujours s'ouvrir tant que c'est possible. Et il faut au moins... Ça ne veut pas dire déjà en l'ouvrant que forcément tout sera accepté. Mais au moins, on se parle. Et puis, quand on n'a pas accepté, on sait pourquoi on n'a pas accepté. On sait qu'on a fait ce qu'il fallait, mais bon, on n'a pas finalement accepté parce que la loi ne nous permet pas peut-être d'accepter ou bien parce que politiquement, on est limité. Mais au moins, tout le monde sait. Et puis, on voit aussi la bonne foi des uns et des autres de vraiment créer un environnement apaisé pour les Ivoiriens, pour leur permettre quand même de travailler, de vaquer à leurs occupations dans un environnement serein. Donc, moi, j'appelle de mes voeux vraiment cette ouverture de dialogue politique-là pour qu'on aborde la question. Maintenant, est-ce que la stratégie adoptée, c'est-à-dire celle-là de vouloir mettre la pression sur le gouvernement à travers des meetings, est forcément la bonne? Je ne saurais être, je ne saurais être direct sur cette question, c'est-à-dire soit oui ou non, soit oui ou non. Mais moi, ma posture, elle a toujours été celle-ci. Je pense et je crois en la capacité pour des hommes d'échanger, de discuter dans un cadre assez responsable et puis aboutir à des solutions. Donc, la démarche déjà de faire le courrier, pour moi, elle était très bien. À la limite, si on voit qu'il n'y a pas de retour en tant que tel, on peut solliciter encore le soutien des chancelleries, le soutien de certaines personnalités. Oui, des chancelleries, de certaines personnalités quand même qui peuvent faire, des médiations de bons offices. Voilà, pour voir dans quelle mesure éventuellement on peut vraiment rapprocher les positions. C'est possible. Voilà, tant que ce n'est pas des actions qui sont de nature à chauffer le public à blanc, au point même de mettre à mal la stabilité sociale. C'est ça, au point même de susciter dans les cœurs beaucoup plus de ressentiment et certainement créer encore d'autres, je vais dire, d'autres spectres de violence. Moi, j'ai aucun souci avec quoi. Très bien. Herman, votre réaction sur la stratégie adoptée par le PPACI et puis la voie indiquée par le porte-parole du gouvernement. Quel commentaire cela appelle de vous? Bon, d'abord, sur la stratégie, je pense que tout parti politique a le droit d'user des moyens qui lui sont légalement possibles pour demander des possibilités. Sur la réaction par rapport à ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement, moi je veux seulement peut-être lire l'aspect juridique même, lorsqu'on revient sur l'aspect juridique. Aujourd'hui, le PPACI ne se voit pas fondé à demander à une Assemblée nationale une lettre, à poser le problème au niveau de l'Assemblée nationale, c'est se faire à l'acquérir. Pourquoi? Pour le PPACI, ce que je crois entendre, c'est qu'au regard de la décision rendue par la Cour africaine de justice, parce qu'on se souvient que ces débats-là sur la question de l'inscription sur la liste électorale, le PPACI a porté cela à la Cour africaine de justice, qui est une cour à laquelle la Côte d'Ivoire a ratifié les dispositions. Donc la décision au niveau de la Cour africaine de justice, qui est en réalité une cour qui est qui est au-dessus de la supranationale, qui est au-dessus a souhaité que la condamnation même du président a remis en cause plus ou moins la condamnation de Laurent Gbagbo et a demandé que son nom soit réinscrit sur la liste électorale. Donc à ce niveau-là, c'est pourquoi le PPACI ne se voit pas en train de mener un combat au niveau pour demander une loi d'amnistie, puisqu'il n'y a pas de condamnation en réalité, puisque une loi, une juridiction supranationale a débouté, a remis en cause la décision. Donc pour le PPACI, puisqu'au niveau africain... Le débat est clos à ce niveau-là, parce que si la question a été débattue à une juridiction au-dessus d'une juridiction nationale, il n'y a plus de question. On sait que le président n'est pas condamné, on ne reconnaît pas cela. Ça, à ce niveau-là, c'est le premier aspect. Deuxième chose, c'est l'aspect politique. Il n'y a que le président Ouattara lui-même, par le passé, a réussi à être candidat aux élections de 2010, suite à l'accord de Pretoria, qui a exigé du président Laurent Gbagbo de ne pas regarder forcément toute la décision qu'avait prise la Cour suprême pour annuler le droit au président Ouattara d'être candidat, sous prétexte qu'il ne serait pas ivoirien. Donc, c'est suite à l'accord de Pretoria et la décision prise, le décret pris par Laurent Gbagbo, qui a fait Ouattara candidat, s'appuyant sur l'article 48. Donc, il y a des dispositions, si on veut regarder à ce niveau-là. Donc,
quand on voit ça, je pense bien qu'il n'y a pas de raison. Il y a deux leviers sur lesquels, aujourd'hui, le pouvoir et le gouvernement, et le président, et le politique peuvent regarder pour prendre une décision pour amener le président. Je reste avec vous. La Côte d'Ivoire a pris quand même ses distances avec la Cour africaine de justice, justement. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas officiellement demandé à quitter la Cour africaine de justice, puisqu'on a ratifié. L'information qu'on a, c'est que la Côte d'Ivoire a ratifié. Mais elle a retiré sa déclaration de compétence. Cette déclaration de compétence, elle est venue quand? Le retrait de cette déclaration. Oui, mais c'est juste après la décision rendue. Donc, moi, je pense que tu ne peux pas on ne peut pas te condamner pour quelque chose et puis après dire que non, je ne suis plus dedans. Mais au moment où on te disait que ce n'était pas fondé, qu'est-ce que tu as bien pu faire? C'est que tu étais dans l'institution. Donc, mais pour moi, dans tous les cas, il faudrait que le PPACI appuie beaucoup plus sur la question de dialogue, de chercher à comprendre. Mais lorsque on constate que le dialogue politique, depuis 2022, avec le Premier ministre Patrick Hachi, après les recommandations qui ont été faites, il n'y a plus eu de suite par rapport à tout ce qui a été demandé jusqu'à aujourd'hui, de 2022 jusqu'à 2024. Très bien, ouais. Il y a 2 ans, je pense que le PPACI, qui a même porté un courrier pour demander encore l'activation de ce dialogue politique et qui n'est pas encore entendu, le parti n'a donc pas le choix que de mobiliser, d'user les moyens qui sont prévus, légaux, pour pouvoir obtenir gain de cause. Marius Komoué, par rapport à tout ce qui a été dit, Herman a mentionné la Cour africaine de justice, on lui a dit, attention, la Côte d'Ivoire a commencé à prendre ses distances avec la dite Cour. Est-ce que la vision du PPA, c'est justement de faire de la mobilisation à partir du 9 novembre, est la bonne? Et que pensez-vous justement de la voie montrée par le porte-parole du gouvernement qui serait de faire un projet de loi d'admission à l'Assemblée? D'abord, les mobilisations sont une expression. Dans un pays comme le nôtre, qui se veut démocratique, les mobilisations à travers donc, les meetings et autres rassemblements des militants et sympathisants d'un parti politique sont de droit, sont légitimes. Mais concernant le cas spécifique de M. Laurent Gbagbo, relativement à sa réinscription sur la liste électorale, je l'ai dit, il faut qu'on comprenne que les Ivoiriens ont souffert et que nos politiques comprennent aussi que dans leur volonté, soit de se maintenir au pouvoir ou d'aller, de gagner une élection présidentielle, il faut qu'ils songent naturellement à préserver le peuple de toutes les dérives que nous connaissons lorsqu'il y a des élections sous nos cieux. Pourquoi vous parlez de dérive alors que la thématique elle est claire? Oui, on demande, ils décident de faire la mobilisation, on leur dit, écoutez, voici la voie, votre point de vue, vous dites qu'il faut éviter qu'il y ait des dérives. Précisez votre pensée, Marie. Naturellement, il faut éviter qu'il y ait des dérives parce que le porte-parole du gouvernement dit que non, ce n'est pas au président de la République, c'est pas le PPACI ne peut pas saisir directement le président de la République parce que les tests, ce n'est pas au président de la République de prendre donc une amnistie pour permettre la réinscription de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale, qu'il faut plutôt s'adresser à l'institution en charge de le faire, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Mais Herman l'a dit, M. Gbagbo ne reconnaît même pas cette condamnation. Avant même la condamnation, il n'a même pas été signifié. Pourtant, l'État de Côte d'Ivoire qui dit ne pas savoir, ou qui disait ne pas savoir où se trouvait M. Gbagbo au moment de cette condamnation, la justice ivoirienne qui disait ne pas savoir où se trouvait M. Laurent Gbagbo, avec tout le respect que je dois à nos grands magistrats de ce pays, comment dire que quelqu'un, on ne sait pas où se trouve une personnalité de la trame de Laurent Gbagbo que l'État de Côte d'Ivoire lui-même a soulevé et envoyé je souhaite qu'on fasse une frappe, on soit très, comme des chirurgiens, on soit spécifique. La question posée, c'est le PPACI décide de faire la mobilisation. Donc, d'aller faire des meetings en commençant donc le 9. Le gouvernement, par son porte-parole, dit attention, nous pensons que la voie, c'est introduire une loi. J'aimerais qu'on puisse vraiment circoncire le débat. Vous voyez, pourquoi aller faire un tel processus? Là où déjà même, les gens ne reconnaissent même pas une décision de justice. C'est ce que j'ai tenté de vous expliquer.
D'abord, pour que je puisse aller saisir l'Assemblée nationale, il aurait fallu que je reconnaisse la décision de justice qui me condamne à 20 ans d'emprisonnement. Mais quand quelqu'un a braqué une banque, je vous l'ai dit, est-ce que sa place est à la maison? Pourquoi on le condamne à 20 ans d'emprisonnement ferme? Pas avec ceci, ferme. Et puis il est assis à la maison. Pourquoi font-ils donc un Alors, courrier est-ce que moi, pour demander... je peux me permettre d'aller braquer une banque? Pourquoi font-ils un courrier, Marius Komoué? Pourquoi font-ils donc un courrier pour essayer donc de raviver le dialogue politique selon vous? Le courrier, c'est de droit, parce que c'est ce que nous avons toujours dit. Il faut régler cette question de façon politique, comme on a réglé la question de la candidature de M. Ouattara de façon politique. C'est le cas de M. Laurent Gbagbo, qu'on dit avoir été condamné. Le monsieur ne reconnaît pas cette condamnation. Il dit qu'il n'a même pas été signifié. Pourtant, l'État de Côte d'Ivoire et la justice ivoirienne savaient où il se trouvait. Ça n'a pas été le cas. Et donc, aujourd'hui, revenu en Côte d'Ivoire, il est là, il est bien assis pour quelqu'un qui a été condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme. Il est assis chez lui à la maison. Moi, il y a problème parce que, croyez-moi, moi, je ne peux pas me lever, au regard de nos textes de loi, aller braquer une banque. Et quelle banque? Et puis me retrouver assis chez moi à la maison. Pourtant, j'ai été condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme. Est-ce que la stratégie initiée par le PPACI est la bonne? Il faut régler la question de façon politique. Et je pense qu'en saisissant le gouvernement par un courrier, le PPACI veut régler la question de façon politique. Les meetings qu'ils veulent faire, c'est une caravane en vérité. Une caravane pour sillonner le district autonome d'Abidjan et certaines villes de l'intérieur pour informer l'opinion nationale et l'opinion internationale sur la nécessité de la réinscription, parce que c'est inacceptable. On l'a dit hier. Est-ce qu'on pouvait accepter que quelqu'un qui avait été le premier ministre d'Houphouët-Boigny ne soit pas candidat à une élection en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, comment on peut aussi accepter que quelqu'un qui a été président de la République de Côte d'Ivoire pendant 10 ans, il ne soit même pas votant dans son propre village? Donc pour vous, la solution, c'est de rouvrir ce dialogue-là. Il faut arrêter de faire souffrir les Ivoiriens. Très bien. Il faut remettre le monsieur sur la liste électorale. Et puis il reviendra aux Ivoiriens de choisir qui présidera aux destinées de leur pays. Barry, quand on finit de dire tout ça, quel est votre postulat, Barry? D'accord, merci Christelle. D'abord, il faut dire que le président Gbagbo avait certes été condamné, mais sauf erreur de ma part, je pense que le président Ouattara l'avait gracié le 7 août, je ne sais plus si c'est 2023 ou 2022. Mais le problème qui se posait, c'est que la grâce présidentielle ne le rétablit pas dans ses droits civiques. Donc, il est toujours pénalisé dans ses activités politiques. Ça, il faut le préciser. Il avait déjà bénéficié d'une grâce. Maintenant, il est question d'une amnistie. Cette amnistie va le réhabiliter dans ses droits, va lui permettre de concourir aux joutes électorales. Donc la démarche du PPACI, comment est-ce que vous la voyez? La démarche du PPACI, vous savez, les partis politiques, ils définissent leur propre stratégie. Le PPACI a dans un premier temps écrit acquis de droit. Et selon eux, il n'y a pas eu de réponse. Donc ils décident d'actionner le parti politique en mobilisant les militants, en faisant passer un message à la réalité aux acteurs qu'ils ont en face d'eux, c'est-à-dire le gouvernement, c'est-à-dire l'État. Mais là où je voulais en venir, c'est au niveau de l'intervention du porte-parole du gouvernement. Effectivement, c'est une possibilité. Le PPACI a un groupe parlementaire. Vous savez, un problème sans solution, c'est un problème qui est mal posé. Oui. Quand le problème est bien posé, il y a plusieurs solutions. Comment faut-il poser ce problème? Non, le problème, on le pose. C'est que le président Gbagbo veut être candidat, mais il ne peut pas être candidat parce que il n'est pas réhabilité dans ses droits. Comment régler le problème? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce n'est pas un citoyen lambda, c'est un ancien président de la République. Est-ce que justement les meetings pourront faire cette pression-là à l'effet de le voir inscrit? Vous savez, les politiques, ils ont leur manière d'agir. Et le PPACI, ancien FPI, depuis les années 90, a toujours utilisé les manifestations pour revendiquer. C'est toujours bon d'utiliser des manifestations que d'utiliser la violence, qui est autre chose. Donc déjà, moi je pense que cette question ne peut se résoudre... Manifestation pacifique, démocratique. Manifestation pacifique, démocratique. Elle ne peut se résoudre que sur le plan politique. Pourquoi? Le juridique a déjà été vidé. Moi, je ne commande pas les décisions de justice. Mais je dis que là où la politique s'impose, le droit s'incline. Aujourd'hui, le PPACI est demandeur. Mais ce n'est pas seulement le président Gbagbo qui se retrouve dans cette configuration. Il y a le cas de M. Charles Blé Goudé, qui est président du COJEP,
il y a aussi l'ancien Premier ministre Guillaume Soro. Mais en même temps, le PPACI porte le point de son président. J'en viens. Okay. Donc, il y a 3 personnalités importantes de la vie politique en Côte d'Ivoire qui ne peuvent pas compétir aux joutes électorales justement à cause des condamnations. Comment sortir de ce problème? La solution, elle est politique et c'est autour d'une table de discussion. Mais n'empêche que le PPACI peut aussi saisir l'Assemblée nationale. Comme sollicité par le porte-parole du gouvernement. Par le porte-parole du gouvernement. Mais à côté de ça, il faut que le gouvernement qui dirige le pays puisse ouvrir un cadre de dialogue. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'en Côte d'Ivoire, on demande un dialogue politique. Le dialogue politique a résolu beaucoup de choses. Avant même que le président Gbagbo soit gracié, il a rencontré le président Ouattara, sauf erreur de ma part. Donc, ce qui veut dire que ce sont des avancées. Il ne faut pas désespérer. D'ici 2025, c'est un défi que la classe politique tout entière doit relever. Parce que ce n'est pas beau. C'est vrai qu'on me dira que c'est une question morale. Ce n'est pas beau qu'un ancien président de la République puisse être privé de ses droits à partir du moment où, pour moi, il a été gracié, quoi. Très bien. Je voulais juste ajouter quelque chose. On a terminé sur le sujet, oui. Donc, je voulais juste dire, quand M. Laurent Gbagbo quittait la CPI pour venir en Côte d'Ivoire, il n'était pas gracié. Et pourtant, il était sous le coup d'une condamnation de 20 ans d'emprisonnement ferme. C'est depuis l'aéroport, dès qu'il est mis pied, qu'on devrait le conduire directement à la Maca. On a laissé faire des mois durant et c'est après la rencontre avec le président Ouattara que les choses, la grâce est venue. Donc, les micmacs des hommes politiques, c'est connu. Il faut mettre un terme à cette façon de faire et c'est ce que j'ai dit. Il faut plutôt aider à la résolution de ce problème en suppliant ou en demandant la magnanimité du président de la République. Parce que ça a été déjà dit, Marius Komoré, on vous a bien compris. Alors, on va donc se permettre d'avoir 2-3 minutes encore sur le sujet. Prendre le point d'Élysée et Herman. Herman, allez-y pour votre point. Ce que je voulais dire, moi, je voulais revenir même sur juste donner l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ça, c'est au point 37. La Cour ordonne à l'État défendeur de suspendre la mention de la condamnation pénale du casier judiciaire du requérant jusqu'à ce que la Cour se prononce sur le fond de la requête principale. Ordonne à l'État de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lever immédiatement tous les obstacles empêchant le requérant de s'enregistrer sur la liste électorale. Et enfin, fait un rapport à la Cour sur la mise en œuvre de ces mesures. Bon, donc, c'est vraiment clair. Alors, sur la Cour africaine, on peut faire un débat, parce que vous savez bien, tout à l'heure, l'argumentaire que j'ai opposé à ce que vous avez dit, la Côte d'Ivoire, et les articles sont encore là, la Côte d'Ivoire a pris ses distances avec cette Cour-là. Alors, en prenant les distances, est-ce qu'on écoute encore ce que la Cour avait produit? Ça, c'est à voir. Non, si je comprends bien votre logique, ça veut dire que... Non, c'est un point que j'aimais, c'est factuel. Donc, vous me permettez de rebondir là-dessus. La Cour africaine des peuples, de droits de l'homme et des peuples, a pris une décision. D'ailleurs, on a ratifié aux dispositions de cette Cour-là, bien avant. Et on dépose même souvent des requêtes à cette Cour. Mais parce qu'elle a pris une requête, elle a pris une décision, une ordonnance qui ne nous arrange pas, on décide de ne plus la reconnaître. Et en ce moment-là, notre intelligence, elle dit qu'on demande à notre intelligence d'accepter que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, parce que la décision de la Cour de la justice, l'africaine de justice ne lui plaît pas. C'est ce qui est un fait. Oui, mais c'est le fait. C'est pour dire qu'il ne s'agit pas de se dérober quand ça ne nous arrange pas. Ce qu'on dit, c'est pourquoi il y a l'autre voie qu'on propose. L'autre voie qui est proposée, les gens l'ont dit ici, Barry l'a dit, la voie politique. Et à ce niveau-là, on comprend bien que le PPACI, qui a même déposé un courrier, n'est pas hostile à cette c'est justement parce que le dialogue politique n'existe pas que ce parti-là veut user le droit de manifester pour pouvoir obtenir quelque chose. Manifester pacifiquement, comme ils l'ont eux-mêmes dit dans leur point. Élysée, on termine avec vous sur ce point. D'accord, ok. Moi, je voudrais juste rebondir sur deux choses que Herman a dites, qui pour moi sont quand même importantes, sur lesquelles il faut revenir. Dans un premier temps, il a évoqué le fait que les partis se donnent les moyens effectivement d'agir de façon légale pour obtenir ce qu'elles veulent et tout ça. Mais en même temps qu'il dit ça, je vois qu'il remet au cœur aussi du système la nécessité de dialoguer. Et ça, pour moi, comme vous le savez, ça a été toujours... Votre ligne de conduite. Voilà, ma ligne de conduite, la nécessité de dialoguer. Mais il a dit aussi quelque chose sur la question, et je vois que très souvent ça se répète. Moi-même, je me suis laissé prendre, mais j'ai pris le temps ces derniers temps quand même de chercher à fouiller un peu. C'est cela. Cette question de l'article 48 dont on parle tant, à quel moment elle a été prise et qu'est-ce qu'elle disait?
Et c'était quoi la décision finale? Allez-y, Élisée. L'article 48, effectivement, a été prise suite à l'accord de Pretoria qui a eu lieu en 2005. Et c'était un prélude aux élections générales de 2005. Alors, on va faire un peu de pédagogie. Pour ceux qui nous regardent et qui se disent, il parle de quel article 48? Petit rappel. Oui, l'article 48 de la Constitution de 2000. Ivoirienne. Voilà, ivoirienne, qui donnait donc le droit au chef de l'État de prendre un certain nombre de dispositions exceptionnelles, de façon exceptionnelle. Et cet article 48 a été prise suite à l'accord de Pretoria, où, sur instruction, bien évidemment, du facilitateur, donc de M. Thabo Mbeki, a demandé au chef de l'État de prendre donc cette disposition-là pour permettre que l'ensemble des candidats en conflit à la crise, comment on appelle ça, qui a abouti à la rébellion, de pouvoir être candidat. C'était pour l'élection 2005. Dans un cadre précis, c'est ça, Élisée? Oui, c'était pour l'élection 2005. Ça date de 2004 même d'ailleurs. Et voilà, 2004 d'ailleurs, qu'il y a eu l'accord de Pretoria. C'était pour 2005. 2005, il n'y a pas eu d'élection. Je vous lis une décision du Conseil constitutionnel qui date de 2009. Allons-y, Élisée. Et le Conseil constitutionnel reprend effectivement ce qui se passe. Je reviens dessus, je donne l'intitulé « Décision numéro CI 2009 EP 026-2810-CC SG, Conseil constitutionnel secrétariat général ». OK, voilà ce que, à la page 4, voilà ce que dit l'article. Vous me permettez de lire, je vous en prie. pour que tout le monde comprenne. Allez-y. Considérant par ailleurs que l'article 2 de la décision, je vous épargne tout, 2014, mais indique que la décision numéro 2005, PR du 5 mai 2005, produit son plein effet pour l'élection présidentielle du 29 novembre, qu'en vertu de l'article 1 de la décision, je vais vous citer un peu tout ça, je viens sur ça, considérant que ces tests consacre 2 catégories de candidats, à savoir d'une part les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Linas Makoussi, déclarés éligibles, et d'autre part les autres candidats soumis aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur. Considérant toutefois que si les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Linas Makoussi sont éligibles en application de la décision 2005, c'est-à-dire ce qui a été pris en mai 2005, suffisait, il n'en demeure pas moins, je finis, il n'en demeure pas moins soumis aux conditions de présentation des candidatures prévues par les articles 24, 25, 26, 51, 53, 54 et 55 du Code électoral. Qu'en conséquence, le candidat à l'élection présidentielle issu de cette première catégorie, c'est-à-dire donc ceux qui ont bénéficié de l'accord, est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de la signature en indiquant les mentions relatives. Ses noms et prénoms, sa filiation, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, son domicile, sa profession, la nationalité de ses pères et mères, la couleur, le sigle et le symbole choisi par les bulletins uniques de vote, le parti politique l'ayant investi, le cas échéant. Quand on finit de dire ça, en bon français, ça veut dire quoi? Quoique ces personnes-là aient bénéficié des résultats d'un accord qui a eu lieu en 2004, ça ne les exempte pas de produire les documents qu'il faut pour être candidat. Ça veut dire quoi? Même si tu avais été éligible, ça veut dire que l'article 48 t'avait rendu éligible, tu as l'obligation de produire les documents exigés. Ça veut dire que si au terme Justement, pourquoi vous insistez sur les documents? Mais c'est important, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au terme de ce processus, quelqu'un a été donc déclaré candidat, ça veut dire qu'il remplissait les conditions. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va au-delà de l'accord. Ça veut dire s'il a été au thème du... Parce que je peux sortir la liste de ceux qui ont été retenus. En parallèle maintenant avec la situation que nous vivons, Élisée. Oui, ce que je veux dire, c'est simple, je vais juste expliquer quelque chose. Vous savez, un mensonge plusieurs fois répété finit par devenir une vérité. Selon certains, oui. Oui, ça finit par devenir une vérité. L'article 48, là, elle a été prise dans un contexte précis. Mais l'article 48, là, c'est pas ça qui a rendu Ouattara éligible. Ce qui a rendu Ouattara... Qu'est-ce qu'il a rendu éligible? Mais c'est ce que je viens de lire. Ce qui a rendu le président Ouattara éligible, l'article 48 a rendu éligibles les candidats. Mais le Conseil constitutionnel a dit, les documents, dans sa décision que j'ai citée du 29 novembre, a dit que on ne peut pas, c'est pas parce que comment on appelle ça, les accords vous ont rendu éligible que vous êtes exempté de produire les documents. Et ces documents, je les ai cités. Et au terme de je peux lire toute la décision jusqu'au bout, c'est parce que c'est long. Maintenant, en parallèle, au terme de la décision, la liste des candidats est sortie, il y a des gens qui ont été rejetés et il y a des gens qui ont été retenus. Ça veut dire quoi? Je suis en train de dire quelque chose. Où je veux en venir, je veux dire que les accords, les échanges, les discussions politiques, là, c'est vrai, c'est important. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut toujours promouvoir le dialogue et les discussions. Mais à un moment donné, il faut faire preuve de bonne foi. C'est-à-dire? Il ne faut pas faire preuve de mauvaise foi. Il ne faut pas toujours brandir le fait que non, sur la base d'un tel article,
on a permis à un tel de devenir ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça devient du chantage. Et ça, c'est ce qui n'est pas bien. À un moment donné, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on est dans une posture où on est imbu par la volonté de voir notre pays aller à l'apaisement. Ce qui est passé là, parce que c'est bien beau de dire qu'on a passé, mais ce qui est passé là, c'est passé. Regardons à l'avenir. À l'avenir, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que les choses avancent? Et je répète et je dis, pour moi, j'estime qu'il faut qu'on ouvre le dialogue politique. Ça, je le répète et je le dis encore. Et qu'on en discute et qu'on trouve un terrain d'entente qui soit à même de vraiment créer les conditions des futures élections apaisées. Alors, Élisée, donc, pour retenir, pour faire court, ça veut dire que le président Alassane Ouattara donc, a été candidat sur la base de cet article qui a été fait dans un contexte... C'est une décision qui est disponible. Bien précis. Que tout le monde au Conseil constitutionnel. Oui, bien sûr. Oui, je suis d'accord. Je veux juste résumer vos propos. Dans un contexte bien précis, c'était l'Inas Marcoussi. Il y avait aussi, donc il fallait aussi que les candidats puissent positionner leurs documents. Enfin, il y a un contexte qui sous-tend la candidature. L'article a été pris en prélude à l'élection 2025. L'élection 2025 n'a pas eu lieu et on est allé à l'élection 2010. Très bien. Herman et la décision du Conseil constitutionnel, elle existe, elle est fonctionnelle. Herman semble ne pas partager votre point de vue. Herman, on vous écoute. Non, pas que je ne partage pas son point de vue, c'est pas à moi de partager son point de vue. Mais j'estime qu'il se mélange un peu les pinceaux. Ah bon? Il se mélange un pinceau. Pourquoi? L'article 48 n'a pas été pris en fonction de la crise. L'article 48 était bien consigné dans la Constitution de 2000. Donc, elle était antérieure même à la crise qui est survenue en 2002. L'article 48, c'est une disposition de la loi qui dispose, qui demande, qui me présente qui peut être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas ce que l'article 48 dit. C'est ce que l'article 48 dit. Non, l'article 48, c'est une mesure exceptionnelle qui donne le droit au président de prendre une décision exceptionnelle. Non, sur la base des accords répétitifs qui ont eu le point d'achoppement sur l'accord de Pretoria, en ce moment-là, qui était sous la supervision du président Thabo Mbeki en 2004, qu'il a été prévu, avec les négociations et autres là, que le président Laurent Gbagbo prenne un décret de rendre tous les acteurs de la crise là éligibles s'ils avaient besoin d'être candidats. Et en ce moment-là, le président a pris un décret par rapport à cela. Selon l'article 48, c'est bien consigné dans la Constitution de 2000, qui donne des dispositions pour être candidat à l'élection présidentielle. Mais la décision prise rentre dans un contexte, oui, mais justement, c'est parce que justement ça rentre dans un contexte. Avec le facilitateur et tout cela. On est arrivé à ce que le président Ouattara... Parce que, rappelons-nous, en 2000, et c'est ça le problème, en 2000, la Cour suprême avait rejeté la candidature du candidat Alassane Ouattara sur la base de ces dispositions. Moi, et celle du président Bédié. Donc, on est arrivé à ce que, puisque le président le président Gbagbo en ce moment disait qu'il s'appuyait sur la Constitution, et il a trouvé dans les accords un arrangement avec un Thabo Mbeki pour permettre à ce que tout le monde soit candidat. Et on est allé. Moi, je ne veux même pas qu'on revienne pas, refaire le débat. Ce que je dis, en conclusion, ce que je dis, c'est que lorsqu'on est dans une disposition, dans une démarche politique, lorsqu'on veut regarder uniquement la loi, le judiciaire, le juridique, souvent, on se bloque. Or, il y a des leviers aujourd'hui que le président, le pouvoir en place peut regarder, notamment la démarche politique. On a pu gracier le président Laurent Gbagbo. Barry l'a bien dit. Qu'est-ce que ça coûte au pouvoir en place de permettre à ce qu'il y ait une loi d'amnistie, nous on peut le demander, une loi d'amnistie qui puisse lui permettre d'être candidat, que c'est cela son souhait. Très bien. Donc vous vous rejoignez avec des chemins différents, mais la chute... Très différent, je le note. Mais la chute quand même, c'est de dire, attention, il faut activer le levier politique pour permettre justement la réinscription. Ils ont le droit de faire leur manifestation. Barry, on termine sur ce point avec vous. Christelle, ce que je voulais dire, c'est qu'Élysée dit là, la Cour constitutionnelle recadre les politiques. Mais pourquoi la Cour constitutionnelle intervient? Le Conseil constitutionnel, pardon. C'est parce qu'au préalable, il y a eu un dialogue. Donc, le dialogue politique que le PPACI demande là, en réalité, ce n'est pas au dialogue politique là que le président Gbagbo sera amnistié. Le dialogue politique va entamer une procédure. Et une fois les accords sont signés, c'est là maintenant que le président de la République, puisque le RHDP est majoritaire à l'Assemblée nationale, va dire aux députés RHDP,
voici l'accord politique, il faut que vous le votiez. Forcez, la loi va passer par l'Assemblée nationale, sûr. quoi qu'on dise. Mais Très bien. c'est comment on arrive à l'Assemblée nationale, là, c'est là où il y a le problème, parce que le PPACI demande directement que le président règle le problème. Alors que le dialogue politique va vous permettre de retourner à l'Assemblée nationale. Dans tous les cas, vous êtes tous au moins arrivés sur le point qu'il faut réactiver donc ce dialogue-là et voir quel levier devrait être activé. Parlons maintenant en sport, mais avant de parler sport, en seconde partie de ce temps d'antenne, nous aurons à parler donc de l'appel des partis politiques qui a été entendu. Là, il vient de proroger la révision de la liste électorale jusqu'au 17. Vous avez encore jusqu'au 17 novembre pour aller vous inscrire. Mais on parlera de cela en seconde partie de ce temps d'antenne après le journal télévisé qui vous sera présenté par Karel Dablé. Pour l'instant, parlons sport. Et Faye Emers donc a livré sa liste voilà, pour les 2 derniers matchs éliminatoires de la CAN 2025. On n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur. Et je pense que c'est le credo, on n'a pas droit à l'erreur. Barry, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non, on n'a pas droit à l'erreur, mais moi je suis serein. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. C'est cette humilité souvent qui vous manque et qui crée des surprises après. Ce n'est pas une question d'humilité, mais c'est un fait. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire a se qualifier. Il y a eu un couac au Libéria, mais cette fois-ci, à Abidjan, au stade Félix Houphouët-Boigny, je crois. Si, c'est ça, le stade. Oui, c'est ça. Le 19. Ils reviennent déjà, les éléphants reviennent au Félicia. C'est vrai qu'il y avait quand même longtemps qu'ils n'y avaient pas joué. C'est le stade historique et la fête sera belle. Je note par contre que pour la liste, le coach Emers Faye, il est toujours sur la même base. À chaque fois, il ajoute 2-3 nouveaux joueurs. Là, je vois le retour de Sinali Diomandé, qui est défenseur de la J Auxerre, prêté par l'Olympique lyonnais, qui venait déjà en sélection. Il y a aussi Hassan Kamara, sauf erreur de ma part, qui est latéral gauche, qui joue à l'Udinese, sauf erreur de ma part. Il y a aussi Jean-Eudes Aoulou, milieu de terrain d'Angers. Et on a aussi les... Qui venait en sélection, mais qui était porté disparu. Ndika qui est là, hein, toujours. Oui, Ndika, c'est ce que j'ai dit, la colonne vertébrale est toujours la même. Hein. Toujours. Ndika, Agbadou, il y a Diomandé Ousmane aussi. Diomandé Ousmane qui avait fait polémique, on avait vu son coach formateur qui réclamait au coach Faye de le faire jouer. Là, il a réalisé un gros match en Champions League. Il est de retour. Doué-Guéla également. Doué-Guéla qui est venu après la CAN, qui est là. Il fait son petit bonhomme de chemin quand même. Son petit frère qu'on aurait souhaité avoir avec nous a choisi les Bleus. Voilà, Désiré Doué. C'est ça aussi. Voilà, il y a Chris Operi aussi qui est venu après la CAN, qui est là. Donc, c'est la même équipe pratiquement. Herman, moi, je vois que comme on dit en Côte d'Ivoire, on gagne ou on gagne. Le coach Faye, il fait quand même de bonnes corrections. Vous savez bien, la défaite qu'on a consentie la dernière fois, c'était en grande partie à cause de cette erreur monumentale d'Éric Bailly. Éric Bailly n'est plus là. On ne va pas rappeler Non, il faut rappeler, c'est les corrections. Ça peut arriver, voilà. Il fait souvent, il relâche un peu, mais il comprend que les Ivoiriens suivent de très près. Je ne pense pas que c'est à cause de ça qu'il n'est pas sélectionné Bailly, par contre. Laissons le cas Bailly et puis regardons ceux qui sont là. Dans tous les cas, il y a de nouveaux noms que je pense bien qui sont intéressants. Et cette coupe-là, enfin, ce match-là, je pense qu'on va le remporter. Marius, que vous voyez? Alors, je voulais juste rappeler que la cinquième journée de ces éliminatoires opposera la Côte d'Ivoire, bien sûr, à la Zambie. Et ça aura lieu le 15 novembre. Mais plutôt à Lévi-Mwanawasa, Stadium de Zambie. Nous jouerons à Zambie pour la 5e journée. Et puis pour la 6e journée, comme le disait Barry, ça sera à Abidjan contre le Tchad. Ouais. Voilà. Et ça sera pour le 19 novembre contre le Tchad au stade Houphouët-Boigny. Très bien. Mais dites-moi quelque chose, on gagne ou pas? Oui, mais avec l'humilité? Non, mais quand vous avez des joueurs outillés, c'est-à-dire notre épine dorsale de l'équipe nationale qui se met en branle, et comme le coach l'a si bien fait, et ce qu'il n'a pas pu faire au match précédent, cette fois-ci, il a fait appel à tous les ténors. Vous avez donc Kessié qui est là, Fofana Seko, Adengra qui n'était pas là, qui revient. Adengra Simon. Bon, il y a Diakité Ouma qui sera bel et bien Crasso Jean. Donc c'est bon. Notre épine dorsale est bien là et donc nous partons tout de même avec la tête haute.
Élysée, on part quand même en Zambie. On sait qu'on a une histoire assez complexe avec la Zambie. Notre dernier match en Zambie, en coin mauvais souvenir, on a perdu 3-0. Exactement. Voilà, c'était l'un des plus gros couacs avec l'entraîneur, le précédent, celui que MS Faye a remplacé. Donc la Zambie, c'est une équipe difficile à jouer et qui chaque fois, en tout cas face à la Côte d'Ivoire, démontre qu'elle est une équipe très motivée. On a encore en mémoire, hein, je dis, au travers de la gorge, encore cette finale perdue en 2012 au Gabon, à Libreville, voilà, face à la Zambie. Et chaque fois que la Zambie est face à la Côte d'Ivoire, on sent vraiment une équipe déterminée, motivée. Là, on les a battus ici, mais je lui ai dit, ce n'était pas sur un score assez large. Et puis, on a vu aussi qu'il y avait du beau jeu. Je crois que c'est le tournant pour moi, le plus décisif et délicat. Voilà, que devrait pouvoir négocier les poulains de MS Faye. Sinon, pour ce qui est du match du 19, c'est-à-dire quelques jours après, le match du 19 ici au stade Félix Houphouët-Boigny, ça devrait logiquement être un match à la portée des éléphants de Côte d'Ivoire face au Tchad. On note de bons retours, en tout cas en sélection, celui de Amani Lazare, qui à un moment n'était pas là aussi, très bon milieu de terrain, qui retrouve la sélection. On a Boga Jérémy aussi qui revient en force, qui fait de belles choses avec l'OGC Nice. Et puis on a aussi notre Pépé Nicolas qui vraiment, je ne sais pas, et qui mange du cheval ces derniers temps, qui est arrivé à Villarreal, s'est transcendé. On a un Nicolas Pépé extraordinaire, franchement. Et je crois qu'on aura encore ce beau Nicolas Pépé. On regrette d'ailleurs l'absence de Amad Diallo, qui fait de beaux jours en ce moment de son club. Il reviendra assurément à une prochaine sélection. C'est un doublé ou un triplé? Messieurs, permettez que nous puissions aller au journal. Le cas Bailly, il faut dire. Non, laissons le cas Bailly. Ce sont des erreurs qui peuvent arriver, mais c'est quand même notre national et on est avec lui. On part au journal, comme je vous disais, qui sera présenté par Karel Dablé tout à l'heure. La révision de la liste électorale ira maintenant jusqu'au 17 novembre 2024, soit d'une semaine décalée, pour permettre au maximum de personnes d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes de pouvoir se faire inscrire. Mais cette nouvelle décision pourra-t-elle satisfaire les partis politiques d'opposition quand on sait que le président du PDCI disait que l'idéal serait que l'opération continue jusqu'en mars ou avril 2025. Élysée, réaction déjà sur la nouvelle date, 17 novembre, et ensuite le commentaire fait par le président du PDCI. Déjà, pour ce qui est de la prorogation, ce n'est pas une surprise. Voilà, pour ceux qui suivent plus ou moins ces opérations dans les années antérieures, il y avait toujours eu cette prorogation, et généralement c'était dans cette fourchette-là. C'est ce qui expliquait la dernière fois qu'on se disait qu'on n'est pas surpris, serait pas surpris qu'il y ait une prorogation parce qu'on est plus ou moins un peu habitué. Ouais. Et c'est toujours dans cette fourchette d'un délai d'une semaine. Ouais. C'est vrai que cette information allie en tout cas ce qui a été écrit dans la presse émanant des responsables des partis politiques ne va forcément pas satisfaire les partis politiques de l'opposition qui avaient souhaité un délai beaucoup plus long. Plus large, oui. Voilà, qui avaient souhaité pour certains 3 mois, pour d'autres même aller jusqu'en mars 2025. Ça devient un peu difficile. Mars-avril même. Voilà, mars-avril 2025, ça devient un peu difficile. Mais bon, je dis à la décharge de la CEI, elle estime ce report, ou bien elle justifie ce report par le fait que le coût report, la coût de prorogation, par le fait qu'elle est tenue par un calendrier, par un ensemble de processus qui doivent être faits dans un chronogramme bien établi, d'autant plus que la liste définitive doit être connue 3 mois avant le scrutin. C'est-à-dire on doit être autour probablement de juin, où vraiment on doit avoir toute la liste définitive. Et si on part jusqu'en avril 2025, on est hors délai. Ils se disent que partir jusqu'à cette date, c'est comme s'ils sortaient purement et simplement du chronogramme établi, puisque la révision n'est qu'une étape dans tout le processus. Bien sûr. Voilà, le processus aussi est mis dans un chronogramme. Et s'il y a un retard sur une étape, évidemment, ça va certainement impacter le processus. C'est ce qu'ils donnent comme explication. Bon, j'espère qu'on va une fois de plus encore peut-être recourir encore à des dialogues, à des discussions, des échanges, pour qu'on puisse trouver des terrains d'entente. Si on estime que une semaine ne sont pas suffisantes, ce qu'on peut faire, tout ça, pour moi, c'est des éléments qui peuvent encore permettre aux acteurs politiques de se retrouver et puis de discuter. Toujours est-il que je note, pour ce qui me concerne, qu'au regard de ce qu'on a constaté jusqu'à présent, l'engouement et tout ça, justement, des populations. Au niveau de l'engouement, c'est vrai que dans certains endroits, certains se mobilisent, mais de façon générale, on sent que, je veux dire, si on fait un ratio au niveau national, ce n'est pas la grande mobilisation. Les Ivoiriens ne traînent le pas. Traînent les pas, ce n'est pas la grande mobilisation. Et ça, c'est, comme je le dis, c'est à mettre vraiment à l'actif des acteurs politiques et de nous-mêmes, nous tous. Aujourd'hui, il faut admettre et il faut le reconnaître que dès l'instant que le vote n'est pas obligatoire, ça n'oblige personne à s'inscrire sur la liste. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement aussi, quand les discours tendent à
à laisser entrevoir des conflits ou à laisser entrevoir des querelles, ça ne motive pas les uns et les autres à le faire. Donc, d'une part, il faut changer le discours, il faut le rendre beaucoup plus modéré, plus inclusif, pour que ça suscite la confiance. Deuxièmement aussi, il faut que tout un chacun, à quelque niveau que ce soit, on puisse vraiment comprendre que c'est un devoir civique de pouvoir choisir ses dirigeants et qu'on mobilise les uns et les autres dans ce sens. Même sur ce plateau, en tout cas. Herman, avoir une réaction justement sur ces 2 points. Bon, on s'attendait plus ou moins à Comme Élisée l'a un dit, coup, puisque dans ses sorties, le président de la CEI a plus ou moins fait écho, fait campagne de façon prémonitoire par rapport à cela. Moi, je pense que c'est une grosse déception. Pourquoi? Et la grosse déception se trouve au niveau les arguments ou éléments qui exigent un délai de prorogation rationnel et long sont multiples. Premier point, les procédures pour obtenir les documents administratifs. Allez-y voir dans les sous-préfectures, dans les mairies, dans les commissariats autres pour obtenir ou le certificat de résidence ou même le certificat de nationalité qui est dit gratuit, c'est un parcours de combattant. Ça, tout le monde le sait et chacun à son niveau, à son expérience. Qui est dit gratuit. Est-ce que sur le terrain, vous avez par exemple dans les sites visités des échos Lorsque vous partez et qu'on dit que c'est gratuit, oui. et que les gens, par exemple, il y a des cas ou des expériences de certaines personnes où on dit que c'est gratuit, mais pour les nouveaux requérants qui n'ont pas 18 ans tout de suite, on leur dit que c'est pas forcément gratuit. Et puis il y a des personnes qui vont à des endroits parce que c'est pas c'est pas le document au prix normal, les délais sont longs. Donc tout cela empiète sur il y a une lenteur au niveau des procédures pour avoir ces documents. Ça, c'était le premier point. Et on reviendra pour une meilleure compréhension. Il y a aussi les tablettes, même dans les centres d'enrôlement, pour vérifier si effectivement ces personnes, puisque maintenant on n'a plus droit on n'exige plus l'extrait d'acte de naissance. Mais pour savoir si la personne a le nom de ses parents sur la liste électorale, c'est au fichier de départ ou même le fichier de l'ONESI. Jusque-là, le fichier de l'ONESI qui devait croiser avec celui de la CEI, comme l'avait annoncé depuis longtemps le président de la CEI, ce n'est pas encore effectif. Autre chose, il y a cette situation. Maintenant, c'est un peu plus tard, en fait. Oui, même si c'est un peu plus tard, ils avaient besoin quand même du fichier de l'état civil que l'ONESI gère pour pouvoir vérifier la conformité des pièces. Ça, il n'y a pas ça. Il y a cette situation plus ou moins de misère et de pauvreté des requérants, des populations. Vous savez bien que dans nos régions, les gens, pour aller même quitter leur village, pour aller à une sous-préfecture, c'est vraiment très difficile. Tous ces éléments-là font en sorte que les requérants qu'on souhaite n'arrivent pas à pouvoir cela. Donc on comprend bien que même si dans notre village, dans les bureaux d'enrôlement, il y a le personnel de la CEI, mais les populations ont un challenge pour avoir ces documents administratifs. Il y a aussi la question de la digitalisation que j'avais proposée la dernière fois, qui n'est pas encore... Très bien, Herman, voilà je reste éléments avec vous. Qui demandent à ce que... Surtout que, moi-même, je veux aller plus loin. J'espère que les prochaines législatures, que les députés arrivent à nous ramener à l'esprit de la disposition de la loi qui exige que l'esprit, parce que moi je sais que les rédacteurs de cette loi-là, quand ils ont mis de façon annuelle, en réalité c'est de façon automatique qu'ils souhaitaient ça. Parce que c'est sur ça que le président de la CEI joue pour nous donner à chaque fois des délais courts, des périodes pour pouvoir faire la division de la liste électorale. Il faut bien que les législateurs, les prochains députés, qu'on ait une loi qui exige que la présence de la liste d'un individu sur la liste électorale doit être automatique. Quand on a 18 ans, on nous met sur la liste électorale. Quand on est décédé, on fait. Parce que lorsqu'on décède, par exemple, quand on demande à un parent... Je vais terminer sur ce point. Quand on demande à un parent, par exemple, de venir déclarer s'il a perdu quelqu'un pour qu'on l'enlève sur la liste électorale. Mais c'est folklorique. Du moment où le médecin, tous ceux qui meurent en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils ont un certificat il y a un certificat de décès. Mais ça, c'est ceux qui sont morts à l'hôpital, hein, parce qu'il y a des... Non, même ceux qui ne sont pas morts à l'hôpital, avant même de procéder à l'inhumation, même dans nos villages, on exige que ça soit constaté. Donc, forcément, ils ont un certificat de décès. Donc, ce certificat de décès, il suffit juste de créer une plateforme pour que lorsque le médecin est en train de déclarer quelqu'un décédé, qu'il puisse rentrer toutes ces informations-là et qu'on ait ça. Très bien, je pense que la CEI, aujourd'hui, par rapport aux exigences, par rapport à la lenteur même, la lourdeur du processus,
tel que consigné dans la loi, la CEI doit pouvoir se donner des moyens pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un plus grand nombre et que son travail soit facile. Et je reste avec vous, Herman, justement, sur tous les points que vous avez signalés, les primo-votants qui n'ont pas encore l'âge de pouvoir s'inscrire, mais qui vont déjà commencer à faire le papier. J'aimerais, vous avez mentionné un tel point, essayez d'éclairer un peu ma lanterne, une meilleure explication. Il y a les primo-votants, Oui. lorsque, par exemple, qui n'ont pas 18 ans, qui sont 18 ans révolus, ou bien plus que ça, on leur dit, on m'a appelé pour me dire, à ces endroits, on leur dit d'avoir le certificat de nationalité qui n'est pas, comment on appelle le certificat de nationalité qui n'est non gratuit. C'est pourquoi je dis, oui, le certificat national, parce que le certificat de nationalité, par rapport à l'opération de la vision de la liste électorale, la CEI nous dit que c'est gratuit. Mais l'expérience de chacun, c'est pourquoi je vous dis que chaque requérant, à son niveau, a une expérience propre par rapport à cette procédure d'obtention des documents. Maintenant, cette expérience, enfin, tout ceci mentionné, toutes ces difficultés, certains qui, dans certains bureaux d'enrôlement, demandent des pièces qu'il ne faut pas, enfin, tout ce qui revient, est-ce qu'il y a un processus ou un dynamisme pour pouvoir emmener toutes ces requêtes-là vers la CEI à l'effet qu'elles puissent prendre au fur et à mesure, donc, des dispositions pour faire changer la donne? Vous savez bien. J'aimerais avoir votre point de vue. Quand c'est comme ça, la CEI nous ramène à la loi qui dit que lorsque vous voulez faire des réclamations, ceci, cela. Ceci, cela, comment? On nous demande, on dit au regard de l'article 6 du Code électoral, vous voulez faire une réclamation, pourquoi il faut aller faire des réclamations. Tout ça, ça alourdit. Moi, je pense bien que si la CEI à son niveau, déjà des anomalies qui sont constatées, ou bien les difficultés que les gens constatent, au lieu de chercher à attendre seulement, règle, anticipe pour régler les problèmes. Parce que dès le départ, n'oublions pas que cette même CEI avait demandé, exigé l'extrait d'acte de naissance. Et c'est ce qui a créé un peu la panique. Après, oui, après, il y a eu mais comprenez-vous que les agents électoraux qui sont sur le terrain, souvent ont des approches très différentes par rapport à ce qu'on nous dit au niveau de la Commission centrale. Mais en tout cas, je pense qu'une courroie de communication, quand vous constatez que les choses ne sont pas telles qu'annoncées à la CEI, il faut faire en sorte de porter l'information à l'institution à l'effet qu'elle puisse corriger les différents couacs éventuels sur le terrain. Barry, réaction. D'accord, moi je note que la CEI d'abord c'est un organe qui évolue dans un système. C'est le système politico-administratif. Oui. Donc elle n'est pas... C'est vrai que c'est elle qui gère la révision, l'organisation des élections, mais elle a des partenaires de travail. Parmi ses partenaires de travail, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a l'ONESI, il y a la justice et tant d'autres organisations. Et quand on sait que l'administration en Afrique, précisément en Afrique francophone, est réputée lourde dans l'exécution de ces tâches, il me semble qu'à l'avenir, si j'avais des propositions à faire à la CEI, c'est d'essayer de tabler sur au moins peut-être 2 à 3 mois. On dit 2 mois, au moins, on peut réviser. Ou, à la limite, on exécute la loi. Chaque année, on fait une révision. De façon fondamentale, comme dit le texte de loi. Voilà. Très bien. Il faut appliquer ce texte et loi-là. Ça va nous éviter beaucoup de choses. Donc, quand ce n'est pas fait, que nous sommes dans cette situation. Là, on est face à un problème. Herman a évoqué tout à l'heure le cas de ceux qui sont à l'intérieur du pays. Parce que la zone urbaine, c'est plus facile de se déplacer. C'est ça. Mais les zones les plus reculées du pays, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident d'avoir une pièce d'identité. Mais je pense que le système, il faut le parfaire. Parce qu'il y a beaucoup de limites. Et je pense que la CEI essaie tant bien que mal de trouver des solutions. Mais les solutions aussi, ce sont les citoyens, c'est l'État, ce sont les acteurs politiques. Parce que normalement, un citoyen même, tu ne dois pas attendre un recensement pour avoir un certificat de nationalité. Si tant est que ce n'est pas obligé en Côte d'Ivoire de pouvoir d'aller au vote, évidemment, l'inscription sur la liste électorale, chacun pourra l'apprécier comme il veut. Justement, mais votre certificat de nationalité, il vous sert tous les jours. Tout à fait. Ce n'est pas seulement pour les élections. Donc, il ne faut pas s'appuyer sur les élections pour avoir un certificat de nationalité. Tout citoyen doit disposer de son certificat de nationalité. Très bien. Si déjà on a compris ça, on a travaillé sur la mentalité des gens, vous verrez que dans les années à venir, si tout le monde a son certificat de nationalité, vous partez vous faire enrôler tranquillement. Si on permet aux gens chaque année de s'inscrire sur la liste électorale, vous voyez que les problèmes qu'on dénonce là, dans 5-10 ans, on sera passé à autre chose. C'est clair. Il ne faut pas oublier aussi que la CEI, je pense, date de 2001
avant 2000, c'est le ministère En de 2000, c'est la l'Intérieur. CNE. C'était la Commission nationale électorale Voilà. en C'était 2000. le ministère de Mais avant, c'était le l'Intérieur ministère de qui- l'Intérieur. voilà, Avant s'occupe de 2000, ces c'était le C'est le questions-là. ministère ministère de l'Intérieur qui Si, si. organisait. Si, si. Bien sûr. Donc, c'est vrai que dans la vie d'un État, 24 ans, c'est rien en fait. Donc, il faut rester positif. Il faut continuer à sensibiliser les Ivoiriens C'est cela. sur l'importance du vote. Parce que souvent, quand vous parlez avec les gens, vous leur dites, mais allez vous faire essentiel. Non, c'est les politiques, c'est leur affaire. Non, mais en réalité, si vous ne partez pas, vous allez subir les décisions des hommes politiques. C'est clair. Donc, si vous pensez que vous n'êtes pas d'accord avec une décision du gouvernement, Très bien, Marie. vous pouvez changer les choses en allant vous enrôler et en allant voter le jour du scrutin. Marius, quel commentaire vous en faites quand on finit de faire ce tour-là? Comment est-ce que vous réagissez à la question? On peut prolonger une multitude de fois tant que les problèmes soulevés par mes confrères sont réels, ça sera peine perdue. Est-ce que les problèmes ne se règlent pas justement au fur et à mesure, justement, Marius? La CEI avait donné des assurances Mhm. à l'ensemble des Ivoiriens, y compris aux partis politiques, de mobiliser bien évidemment, de commencer le processus parce que les partis politiques avaient déjà émis des réserves sur le mode opératoire du processus d'enrôlement. Le président de la CEI a dû les rassurer en leur demandant de commencer d'abord. Mais on vient de se rendre compte qu'il y a beaucoup de problèmes, y compris au niveau même des militants du parti au pouvoir. Et donc là, ils vont jusqu'au 17 novembre. Pour Mais vous, on peut repousser à même 1 mois, 2 mois, si les problèmes de papier, d'accessibilité au papier... ne sont pas réglés en amont? Mais non, même simple extrait de date de naissance, ils ont des problèmes d'imprimer. Simple certificat de nationalité, il y a des problèmes d'imprimer. C'est pas partout aussi. Hein. Souvent même quand j'entends certaines choses, des simples imprimés, Oui. tenez-vous bien, je le dis tous les jours, ce n'est pas un individu qui le fait pour nous. Les imprimés là, c'est avec nos taxes et nos impôts qu'on les produit. Et on a une imprimerie nationale. Donc on est dans un processus où on veut enrôler une multitude de nos concitoyens au fin de préparer les élections, l'élection d'abord de 2025, mais les élections générales en 2020. Donc selon vous, le 17 novembre, on sera toujours en train de parler Mais de ces si mêmes nous problèmes? continuons d'avoir les mêmes problèmes, par exemple, pour ceux qui veulent changer de bureau de vote, Oui. ils ont besoin d'avoir, par exemple, des certificats Résidence. de résidence. Résidence, oui. Mais c'est dans les commissariats. Mais pour avoir le certificat de résidence, c'est des imprimés Bien sûr. sur lesquels on dactylographie le nom de l'individu et autres. Mais s'il n'y a pas d'imprimés, alors il faut d'abord régler la question des imprimés pour permettre justement à nos administrations, que ce soit les sous-préfectures, les préfectures, Est-ce qu'on a eu un les point mairies. justement des commissariats qui disent attention, on ne pourra pas fournir de certificat Mais de si je vous en résidence parle, c'est parce que nous aux avons des Ivoiriens? retours. De quelle Je zone? dis Ce serait même bien au qu'on sein puisse... même du parti au pouvoir, Attends, Marius, des Marius militants peut et des militantes, des sympathisants Oui. du parti au pouvoir se plaignent justement de l'indisponibilité des imprimés pour disposer justement des... Marius, Vous avez- Marius, un Si cas. on a les zones, Oui. c'est pas mal. Vous Hein? partez aujourd'hui au commissariat Oui. et à la sous-préfecture de Bergerville, impossible par d'établir le exemple. certificat de résidence pour Qui vous le fait ce changement du point-là? lieu de vote. Ah, mais C'est des gens qui ont vécu- journalistes. des gens qui vivent là-dessus. Il n'y a plus de source pour l'établissement de ce document. Bon. Donc vous dites c'est Benjarville, c'est Mais à ça? Bergerville, vous pouvez y aller. À Bengourou également. Les gens ont parce leur que expérience, Nous-mêmes, ils nous disaient. sommes dans Chez vous l'action. aussi, ça se passe Oui, aussi? oui, oui. Chez moi, même, Agnès, les populations se plaignent de ne pas avoir justement accès aux imprimés. Et même, on nous sollicite parce que certains de nos compatriotes, de nos frères, de nos jeunes gens, nous sollicitent de les aider justement à avoir ces papiers. Et donc, nous constatons par la même occasion sur leur plateforme, ils se plaignent du fait qu'ils n'ont pas les imprimés pour pouvoir disposer Mais quand on dit tout ça, Sinon, la volonté y est, Oui. la mobilisation est totale, mais il y a problème. Marius et Herman, quand on dit tout ça, mon point, comment faire? Est-ce que vous arrivez à... quel est le canal, quel est le dispositif qui a été mis en place, soit par la CEI ou autre, pour pouvoir faire remonter justement toutes ces informations? Mais moi, je vous dis depuis le début que je trouve assez très dépassé le mode opératoire même pour obtenir tout cela. Oui, mais je parle d'abord de Je vous prends, des c'est difficultés, vrai Herman. que vous allez dire qu'on va loin. Non, des difficultés là, on les Oui, mais a comment tous on les évoquées. remonte justement à la CEI? Parce que nous sommes dans un processus et rien n'est parfait. Comment on fait pour qu'ils sachent Mais on- qu'à on- Nuassui chez M. Marius Komoé, il n'y a pas lorsque vous d'imprimé? demandez aux populations elles-mêmes de faire remonter cela, mais elles n'ont que les agents électoraux là
devant. Or, ce sont les agents électoraux, justement, qui sont censés remonter. Les annexes. Remonter Mais je vous dis, vous allez dire peut-être que c'est trop futuriste, trop rêveur. Les gens sont avant-hier. On a un cas pratique d'élection. Ça 240 millions d'électeurs. 44. À 18 heures. 244. Quand on a fermé 244 millions d'électeurs. Quand on a fini les bureaux de vote, on connaît les résultats. Le lendemain. C'est pas pareil, Herman. Non, c'est pour vous. Non, quand vous dites que c'est pas pareil, vous faites dire qu'ils sont supra. Mais je veux dire, ils ont combien d'années de démocratie, Herman? Ils ont éprouvé ce système-là pendant combien de temps, Cet argument-là, je dis que c'est. Non, mais le processus est Laissez, je vais finir. C'est clair. Vous avez la parole. Oui, allez-y. Je dis que cet argument-là, moi, j'appelle ça un refus de modernisation. Aujourd'hui, je vous dis, la digitalisation, là. Il suffit, nos jeunes qu'on a aujourd'hui, on a vu même pour la CAN, pour sensibiliser les jeunes, les Ivoiriens à aimer la CAN, on a mobilisé les influenceurs. Et aujourd'hui, la digitalisation, il suffit seulement de dire tous les mêmes papiers qu'on demande là. Au lieu d'aller s'arrêter devant un agent de la CEI pour le faire là, vous leur donnez une application chez eux, vous distribuez, vous n'avez qu'à dire à vos enfants, faites ceux qui ont plus de 18 ans dans votre maisonnée, en 2 minutes, 3 minutes, ils auront fini de s'enrôler sur la liste électorale. Élysée, Vous pensez que les Ivoiriens, aujourd'hui, n'ont pas cette expertise-là? Même les entreprises digitales, vous pouvez même les mettre même sur la navigation. Donc, moi, je dis qu'il y a un refus de modernisation. Et non pas parce qu'on a une incapacité à se moderniser. Alors, Élysée, il a parlé des influenceurs, il a parlé du dispositif mis à la canne pour pouvoir engranger donc toute cette attention-là. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Élysée? Il dit qu'on refuse de se moderniser. Moi, je voudrais déjà rappeler à Eman et peut-être à l'ensemble de tout le monde, la CEI, c'est l'émanation des accords politiques et de la loi. Ça, il faut déjà qu'on comprenne ça d'un premier temps. La question de la digitalisation, même de la numérisation de l'inscription, elle a été proposée par la CEI. La question de procéder par numérisation sur la liste électorale. Vous dites qu'elle a été refusée par les partis politiques. Mais les partis politiques l'ont refusé, justement, parce qu'ils ont estimé que c'était un processus qu'on ne maîtrisait pas, où il pouvait y avoir beaucoup de fraude et de tricherie. Même la question du reversement par rapport à ceux qui font la carte d'identité, reverser systématiquement sur la carte d'identité sur la liste électorale, c'était refusé par les partis politiques. Parce qu'ils ont estimé que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Ils ne sont pas au cœur du dispositif. Donc, ils ne peuvent pas maîtriser ça. Voilà. Donc la CEI avait pensé à la digitalisation du système. Mais je vous assure, et je répète et je dis toujours, il ne faut pas faire preuve de mauvaise foi. La CEI, là, son fonctionnement, là, c'est les accords politiques et c'est la loi. Ce que la loi demande à la CEI de faire, la CEI le fait. Maintenant, les accords politiques, c'est le fonctionnement de la CEI, là, c'est les discussions politiques qui sont arrivées à là. Il y a eu cette proposition de procéder par voie numérique à ce qui concerne l'inscription et l'enrôlement sur la liste électorale. Je répète et je dis que cela a été refusé par les partis politiques qui ont estimé que c'était un processus qui était trop dangereux, dans lequel on pouvait introduire plusieurs milliers de personnes qu'eux ne maîtrisaient pas. On a même proposé la question de la carte d'identité. Je répète tout ça pour que les Ivoiriens comprennent. Sur la question même du reversement systématique de ceux qui ont la carte d'identité, ils ont refusé encore le processus parce qu'ils ne sait pas. Permettez à Herman de réagir sur ce point, Herman. Quand on vous dit maintenant que ce que vous dites, cette vision futuriste, elle a été refusée. Les gens nous amènent à contourner la question fondamentale. C'est-à-dire j'estime que c'est une fuite en avant. La composition de la CEI actuelle, c'est une émanation de quoi? Des accords avant 2010. Et ces accords, c'était des accords politiques qui ont mené à cela. Je suis d'accord que tu rappelles cela. Mais cette composition, aujourd'hui, vous prenez Mme Lago Henriel, par exemple. En quoi est-ce que son parti est représentatif sur le terrain? Non, Herman, oui, mais il faut qu'on le dise. Qui sont ces partis politiques qui composent la CEI? Et pourquoi est-ce que il y a les partis politiques Non, attendez, ne nous éloignons pas. C'est les mêmes partis politiques dont vous parlez, là, qui aujourd'hui, qui estiment qu'il faut aller à une réforme de la CEI parce que son fonctionnement, sa méthode de travail ne leur satisfait plus. Donc quand on a tout ça, l'argument selon qui est c'est un vieil argument, selon lequel les partis politiques... Comment c'est un vieil argument? C'est un vieil argument selon lequel les partis politiques même qui ont refusé la digitalisation, il est vieux. Aujourd'hui, posez la question aux partis politiques quand on voit là. Ouvrez même le dialogue politique et puis posez la question aux partis politiques. Vous allez avoir leur réponse. La digitalisation, c'est pas nous on le dit, ça permet à ce qu'on parte vite. La numérisation, aujourd'hui il y a même la numérisation dont on parle. Est-ce que les tablettes fonctionnent? Écoutons les autres, Herman. Merci pour terminer l'émission. Merci beaucoup. Alors, Barry, on vous écoute rapidement, ainsi que Marius sur ce point. L'appréciation de la CEI et de son fonctionnement dépend du parti politique et de son positionnement. Aujourd'hui, tous ceux qui dénoncent, si demain ils sont à la place du président Ouattara, ils vont fonctionner avec cette même CEI. Le problème, c'est un problème de confiance. Les gens
manquent de confiance à leurs institutions. Très bien. C'est très important, il faut le noter. On termine avec vous, Marius Komoué, mais vraiment en 1 minute. Hein, non, moi je ne vais même pas m'étaler là-dessus parce que je l'ai déjà dit. Hein, c'est ça. Il faut créer les conditions. Ils l'ont déjà commencé à l'entame du processus en se rencontrant entre partis politiques à l'invitation de la CEI. Ils se sont parlé entre partis politiques et commission électorale indépendante. On repousse le processus. S'il y a des quoi, comme par exemple le président du PDCI l'a souligné, il souhaite qu'on relance le processus, on repousse le processus pour au moins jusqu'au mois de mars ou d'avril. Il peut aller présenter son argumentaire. Mais il faut donc demander une autre rencontre avec la CEI, le bureau de la CEI, pour vider le contentieux. Surtout que le président de la République vient de signer un décret qui repousse ça jusqu'au 17. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus. Herman, merci beaucoup. Bon week-end. Élisée Bolouveux, bon week-end. Marius Komoué, bon week-end. Barry, bon week-end. Et bon week-end chez vous. Portez-vous bien, soyez en excellente santé. Je voudrais donc vous rappeler, pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche, que vous pouvez revoir cette émission sur le direct du Grand Talk, sur nos différents réseaux digitaux. Mais il faut retenir que la prorogation de la révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire ira maintenant jusqu'au 17 novembre. À tous ceux qui nous regardent de l'intérieur du pays, merci de nous suivre. Merci. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.